Il suffit de s'imaginer la scène, un seul instant, l'USS Gerald Ford, le porte-avions de 13 milliards de dollars, hein. Ouais, le joyau absolu de la marine américaine. Exactement, le bâtiment de guerre le plus avancé, forcé de s'arrêter, et pas à cause d'une torpille hypersonique hein, ou d'une cyberattaque sophistiquée. Non, pour une raison beaucoup plus absurde. Voilà, parce que ces propres marins auraient bouché les toilettes avec des t-shirts. C'est l'image incroyable qui ouvre notre plongée d'aujourd'hui. Ah, ça c'est clair que ça donne le ton d'emblée. Et on va examiner un rapport assez explosif daté du 12 mars 2026. Ça détaille une escalade militaire massive au Moyen-Orient, un vrai échiquier où se croisent les États-Unis, Israël, l'Iran, le Hezbollah et Ansar Allah. Et il est absolument crucial, avant même de rentrer dans le vif du sujet, de poser un cadre strict pour cette exploration. Parce que le matériel qu'on étudie aujourd'hui provient d'une vidéo du commentateur Dimitri Lascaris. Et c'est une source qui est tout sauf neutre. Absolument pas neutre, non. Le document est imprégné d'un vocabulaire hautement politisé, très polarisé. Il utilise des expressions vraiment extrêmes comme régime d'Epstein ou entité génocidaire. Ouais, des mots très lourds. Très lourd. Et notre rôle, pour quiconque nous écoute aujourd'hui, c'est pas d'approuver ou de rejeter cette rhétorique. Notre approche est purement clinique. On va extraire les faits allégés et les données que cette source avance. C'est ça, c'est une vraie dissection géopolitique pour comprendre cette vision spécifique des événements. Bon, décortiquons tout cela. Allons-y. L'analyse commence par peindre une image de chaos total. Mais curieusement, ça commence pas sur les lignes de front. Ça commence dans les aéroports. Les symboles même du contrôle et de la sécurité en temps normal. Tout à fait. L'auteur décrit des scènes de panique à Dubaï et à l'aéroport Ben Gurion en Israël, avec un détail logistique fascinant sur la compagnie El Al et le ministère israélien des Transports. Ils auraient joué au yo-yo avec les capacités de vol, c'est bien ça, hein? C'est exactement ça. Ils autorisent 100 passagers par vol, puis 200 le soir, pour redescendre la jauge à 100 le lendemain à la dernière minute. Ce qui est révélateur là-dedans, c'est la déconnexion entre la capacité technique et la réalité dictée par la peur. Les avions commerciaux modernes peuvent transporter bien plus de 100 personnes, évidemment. Bien sûr. Mais alors pourquoi cette limitation ? Selon l'argumentaire, ça révèle une panique institutionnelle face à un exode massif. Il tenterait de contrôler un goulot d'étranglement psychologique, en fait. Ouais, et pour illustrer cette terreur, le rapport cite l'influenceuse India Naftali. Elle s'est filmée en train de fuir précipitamment vers un abri antibombe depuis les terminaux de Ben Gurion. Obligé d'abandonner ses bagages en pleine alerte balistique, ouais. Ça, l'illusion de la normalité s'effondre complètement. Mais ça soulève une question immédiate. Si les civils courent vers les abris, que se passe-t-il avec le fameux dôme de fer ? Ah, la question des boucliers antimissiles. Bah oui, ces systèmes coûtent des milliards pour éviter justement que les gens abandonnent leurs valises dans les aéroports. Et c'est là que l'analyse avance ses chiffres les plus controversés, je dois dire. Le document s'appuie sur une interview de Ted Postol, un professeur émérite au MIT et ancien conseiller au Pentagone. D'accord, donc une voix quand même reconnue dans le domaine. Tout à fait. Et selon son évaluation rapportée ici, les systèmes de défense américains et israéliens seraient une fraude gigantesque. Il estime que moins de 5% des missiles balistiques iraniens seraient effectivement interceptés. Attends, un instant. Moins de 5%. Donc un taux d'échec de 95%, Selon cette source, oui. ça paraît complètement absurde pour des systèmes comme le Patriot ou le TAAD, qui ont été financés pendant des décennies. Comment la source justifie ça ? Ça repose sur la nature asymétrique de la menace moderne. En fait, essayer d'intercepter un missile balistique de dernière génération avec un TAAD, c'est essayer de toucher une balle de fusil avec une autre balle de fusil. À des vitesses hypersoniques en plus. Exactement. Et le rapport évoque la tactique de saturation. Si on envoie des dizaines de leurres très peu chères, avec quelques vraies ogives, l'ordinateur de défense est juste submergé. D'accord, donc si on applique ce taux de 95% d'échec aux 300 missiles tirés en 10 jours, comme l'estime l'armée israélienne, Eh bien, le calcul est rapide. Ça signifierait qu'environ 285 missiles ont atteint leur cible. waouh, sur un territoire aussi restreint qu'Israël, c'est énorme. C'est colossal, surtout avec des impacts présumés sur des zones très denses comme Herzliya, Haïfa ou Eilat. Pour utiliser une image, c'est comme installer le système d'alarme le plus cher du monde sur une porte blindée. Mais tu réalises que les assaillants passent par les conduits d'aération. C'est une très bonne analogie. Le bouclier est rendu obsolète par la méthode. Et le pire, c'est que le rapport cite des preuves visuelles. On parle d'une vidéo du 9 mars, filmée par un marin chinois.
Ah oui, près de Fujairah, aux Émirats arabes unis. La vidéo montrerait 2 missiles iraniens traversant littéralement le ciel en esquivant 6 intercepteurs patriotes et TAUAD. C'est fou. Et il y a aussi ce journaliste indien qui affirme que des missiles ont carrément pénétré des bunkers souterrains israéliens. Ouais, notamment à Bat Yam, près de Tel Aviv, causant des victimes. Si des infrastructures enfouies sont vulnérables, toute la doctrine de sécurité s'effondre. Et l'onde de choc dépasse largement Israël. Si les États-Unis n'arrivent plus à protéger leurs alliés, la confiance dans tout le Moyen-Orient doit s'évaporer. C'est exactement la conclusion géopolitique du document. Les États-Unis vendent de la sécurité au Golfe, c'est la base de leur diplomatie là-bas. Et là, la source relève que le département d'État américain a ordonné le départ de son personnel diplomatique d'Arabie Saoudite. Et les Saoudiens seraient furieux selon le rapport. Ils voient que Washington épuise ses ressources d'interception limitées pour défendre Israël, laissant le Golfe exposé. Ce qui engendre une méfiance spectaculaire. Le document parle de rumeurs sur les autorités saoudiennes qui auraient arrêté des agents du Mossad. Des agents qui auraient tenté de créer de fausses attaques, oui. Des opérations sous faux drapeau visant la grande raffinerie d'Aramco. Mais pourquoi ? Quel serait l'intérêt de saboter l'infrastructure d'un allié ? C'est une logique cynique de levier diplomatique, selon la source. Si on fait croire à une attaque iranienne sur le pétrole saoudien, on force la main des États-Unis. Ah, on les oblige à attaquer l'Iran pour protéger le pétrole mondial. Exactement. Que l'arrestation soit vraie ou non, ces rumeurs illustrent la paranoïa ambiante. C'est un effritement total de la cohésion. Ce qui nous ramène à l'USS Gerald Ford, le porte-avions paralysé en Grèce dans la baie de Souda. Par des t-shirts dans les toilettes, des marins qui doivent attendre 45 minutes pour y aller. C'est incroyable. La source utilise cette anecdote pour illustrer le talon d'Achille de ces armées hyper technologiques. Sans infrastructure de base pour les 5000 marins, le navire est inopérant. L'auteur suggère même un sabotage interne pour éviter le combat. Surtout que le 12 mars, il entre en mer Rouge et subit un nouvel incident, un incendie dans la buanderie principale. C'est presque comique si c'était pas tragique. Le Pentagone le maintient à distance délibérément. C'est l'hypothèse centrale. Il craignerait qu'une exposition aux forces yéménites ne se solde par une frappe réussie, une humiliation stratégique insurmontable. La fin du mythe de l'invisibilité. Voilà, le navire est présent, mais inactif. Mais si la marine américaine reste à l'écart, les voies commerciales sont à découvert. Quel est l'impact de ce conflit sur l'économie mondiale ? L'impact est brutal. Le baril de pétrole a fracassé les $100. Et pourtant, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, est intervenue, non ? Ils ont libéré 400 millions de barils pour calmer le marché. Un volume record. Logiquement, ça aurait dû faire chuter les prix. Pourquoi ça a échoué ? À cause de la guerre de l'information et du trading algorithmique. Une vidéo a annulé cet effet. Un drone naval iranien percutant un pétrolier commercial américain. La mécanique de la terreur visuelle. Les marchés voient que la marine iranienne est toujours opérationnelle dans le Golfe. Les communiqués de l'AIE ne pèsent rien face à cette image. Et dans ce chaos en mer Rouge, quel rôle joue Ansar Allah, qu'on appelle souvent les Houthis ? Pourquoi ils restent en réserve depuis fin février ? L'analyse se penche sur la déclaration de leur leader du 10 mars, citant le Coran. Ce n'est pas un affaiblissement, mais une stratégie de réserve calculée. Une épée de Damoclès économique en somme. Exactement. S'ils frappent massivement maintenant, ils abattent leurs meilleures cartes. Ils font grimper la pression et le coût du fret. Ce qui crée une inflation massive pour l'économie globale. Mais avec tout ça, que se passe-t-il dans les coulisses du pouvoir politique ou lycée ? Quelles sont les rumeurs sur le sort de Benjamin Netanyahou, par exemple ? Le brouillard de guerre est total. Alors qu'il publiait plusieurs vidéos par jour, Netanyahou n'émet plus que des textes depuis des jours. Un vide visuel qui nourrit des spéculations folles. Des rumeurs évoquent sa mort dans une frappe, ou celle de son frère Ido, ou encore le ministre Itamar Ben-Gvir gravement blessé. La vérité importe peu, c'est la perte de maîtrise narrative qui est frappante. Et cette méfiance traverse l'Atlantique. Comment les Américains perçoivent-ils les motivations de Donald Trump dans cette crise ? Le rapport cite un sondage de Dropsite News qui est ahurissant. 52% des Américains pensent que l'administration a déclenché l'escalade pour faire diversion. Une diversion par rapport à quoi ? Par rapport au scandale Jeffrey Epstein. C'est pour ça que la source utilise le terme de régime d'Epstein. Mais attends, 52%, ça inclut qui ? 91% des démocrates, ce qui est prévisible, mais aussi plus de 25% des républicains. Plus d'un quart de sa propre base pense qu'il a lancé une guerre pour étouffer un scandale. C'est fou. Comment négocier la paix quand sa propre population doute autant ? Ce qui n'amène à l'Iran,
Quelles sont les conditions posées par l'Iran pour un cessez-le-feu? L'Iran refuse les propositions de Washington. Le président Pezeshkian a posé 3 conditions strictes. D'abord, la reconnaissance des droits légitimes de l'Iran. Donc accepter leur enrichissement d'uranium et leurs missiles balistiques. Oui, une reddition stratégique inacceptable pour l'Occident. Deuxièmement, le paiement de réparations de guerre pour les destructions. Ce qui équivaudrait à un aveu de culpabilité américain et israélien. Absolument. Et troisièmement, de fermes garanties internationales contre toute agression future. L'ironie, c'est qu'ils savent que les traités peuvent être déchirés à la prochaine élection américaine. C'est là toute l'impasse diplomatique décrite par l'auteur. Alors pour résumer cette plongée, on voit une superpuissance paralysée par des défaillances logistiques, comme des t-shirts, des boucliers petits-missiles contournés, une économie otage de vidéos de drones et des leaders engloutis par les rumeurs. Ce qui amène une réflexion finale redoutable pour notre auditoire. Dans ce monde polarisé où les traités sont fragiles, à quoi ressemble une garantie internationale aujourd'hui? Une signature a-t-elle encore du poids face à des missiles hypersoniques? Ou la dissuasion militaire brute est-elle devenue la seule véritable garantie diplomatique? C'est la grande question. Et c'est pourquoi explorer ces sources, même les plus polarisées, est essentiel pour aiguiser notre esprit critique. Merci à tous de nous avoir rejoints pour cette exploration approfondie. Gardez l'esprit ouvert et continuez à analyser les flots d'informations.